Salut, j'espère que vous allez bien. Je tiens à vous remercier pour tous les commentaires que vous avez pu faire aux dernières vidéos, aux abonnements aussi, au partage, évidemment tout ce que vous pouvez faire aussi pour faire vivre la chaîne. Concernant les tristes incidents derniers qui ont créé une polémique sur le net entre Maghrébins, entre Marocains, Tunisiens, Algériens, concernant le drame de Marseille, certainement dû aussi aux mouches électroniques et aux mouches à merde, à ceux qui ont intérêt à nous diviser, à nous faire la guéguerre. Bref, pour calmer un peu l'affaire, j'aimerais citer, si je peux me permettre, le grand penseur Ibn Rushd, le savant andalou, qui disait, et ça c'est bon pour tout ce qui se passe dans les médias aussi, où on rend les musulmans responsables de tout, ainsi que les Algériens précisément ces derniers temps. Cité donc Ibn Rushd qui disait « L'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine mène à la violence. Voilà l'équation. Qu'on se le dise, ne tombez pas dans cette espèce de manipulation. Luttons contre donc l'ignorance, contre les ténèbres. Iqra, nous dit-on, mais on a tendance un peu à l'oublier. J'aimerais revenir donc aussi sur le cirque médiatique et les branquignoles qui vont remplacer d'autres branquignoles suite au départ de Bérou, le Haraimi qui va retourner peut-être à Betaram et nous dire le fond de la vérité, ce qu'il savait, ce qu'il a caché à Betaram. J'ai du doute quand même que Bérou soit assez franc pour le dire et assez à la hauteur d'assumer ses dérapages ou ses silences. Bref, il est retourné un peu pour sauver sa peau. À Pau, au passage d'ailleurs, l'émir Abdelkader, lorsqu'il avait été donc déporté en France, eh bien, a séjourné un moment à Pau, justement, qui était aussi le lieu de naissance du roi Henri IV. Enfin, passons, glissons, comme dirait l'autre. Sur ce gouvernement, donc, qui va nous jouer de la cornemuse, avec le cornu, forcément, fallait qu'il la passe, cette petite blague à 3 francs 6 sous. Le cornu, qui est une espèce, pas de Mozart de la finance, mais un Picsou de la finance aussi, qui va reprendre les rênes, le bouche-trou, le pis-aller de Macron, qui pense encore une fois endormir les gens très longtemps. Et les gens, c'est vrai, sont bien endormis. Dormez, bonnes gens. Les médias veillent à vous trouver des boucs émissaires en permanence. Eh bien, ce sont les mêmes, si j'ose dire, qui se sont un petit peu beaucoup chamaillés à Marseille sur les réseaux sociaux. Autrement dit, les responsables de tout en France, hein, ce sont les Algériens, les Maghrébins, les jeunes de banlieue, l'immigration et tutti quanti. Il faut toujours trouver une formule dilatoire pour bien entuber l'opinion. Et il semblerait que l'enfumage, pardon de le dire, et l'entubage marchent bien dans ces affaires-là, chers amis. Donc, dans cette affaire, il y a donc un gouvernement de Picsou qui va en remplacer d'autres, mais il en reste des indétrônables, des boulonnés, des vissés à leur siège. Rotaillot est indéboulonnable dans sa mission civilisatrice de bouter les étrangers hors de France. Darmanin aussi, dans sa lutte aussi à se battre pour passer de la place Beauvau ou de la place Vendôme, où se trouve le ministère de la Justice, ou de la justice à 2 vitesses, pour passer donc à l'Élysée. Place Beauvau d'ailleurs, petite anecdote, l'ancien ministre et résistant algérien, M. Boumaza, qui rendait visite fin des années 80 à Jean-Pierre Chevènement, qui était ministre de l'Intérieur à la place Beauvau justement. Chevènement lui faisait la politesse de la visite du bâtiment et lui a dit « Je vais vous faire visiter les sous-sols ». Et Boumaza de répondre « Non, je les connais ». « Ah bon ?» dit Chevènement, « Vous connaissez ?» « Eh oui, j'ai été torturé dans les caves de la place Beauvau, ministère de l'Intérieur, pendant la guerre d'Algérie. » Bref, fermons le banc. On pourrait rajouter aussi la crise terrible, musclée, entre Sarkozy et Azouz Begag, aussi en 2000, lors des émeutes, hein, en 2005, je crois, oui, où il y a eu une confrontation entre Azouz Begag, qui a gardé son honneur, son if, si j'ose dire, face à un Sarkozy ambitieux et un peu vicelard, enfin un peu vicelard, même beaucoup vicelard. Bref, moi, dans mon utopie, je pense à un gouvernement idéal, vous savez. Il y avait Jacques Attali qui avait aussi son idée sur le gouvernance mondiale. Oui, il voulait une gouvernance mondiale pour les intérêts de qui ? Je ne sais pas trop, mais il voulait que cette gouvernance mondiale se trouve à Jérusalem. Tiens, curieux hasard quand même, refermons la parenthèse aussi. Je rêve d'un gouvernement un peu utopique que je suis, d'un gouvernement mondial qui pourrait avoir à sa tête, par exemple, Nelson Mandela. Personne ne peut contredire Nelson Mandela, plus grand président de tous les temps, si j'ose dire, qui est à l'image de Yasser Arafat, prison comme aussi Marwan Barghouti, plus de 20 ans de prison, et pourtant il arrive et il est reconnu comme étant
l'un des plus grands hommes d'État du XXIe siècle. Alors, je verrais bien donc Mandela président de la République ou de toutes les républiques. Je voudrais, pour l'accompagner, peut-être penser à des grands hommes aussi, à deux émirs, ministre de la Défense, je pense à l'émir Abdelkader, je pense par exemple aussi à l'émir Abdelkrim El-Khattabi, voilà. À la culture, je verrais bien Naguib Mahfouz, prix Nobel de littérature. Je verrais bien aussi peut-être au ministère de l'Éducation, des gens qui ont le sens de l'éducation et du savoir. Par exemple, la présidente de l'Institut Pasteur, actuellement, Yasmina Belkaïd, cette chercheuse et savante algérienne, franco-algérienne. Je verrais bien aussi au ministère de la Résistance plusieurs femmes. Je verrais bien les deux Jamila Boupacha et Bouhrit, par exemple. Je verrais bien aussi au ministère de la Jeunesse Hassiba Ben Bouali. Je verrais bien aussi au ministère du féminisme aussi, la grande Gisèle Halimi. Je verrais bien au ministère du Travail Farhat Hached, le grand résistant et syndicaliste tunisien. Il y a tellement de beau monde à mettre en avant dans ce monde imaginaire. Ces ministres-là ne sont plus, enfin ces gens-là que je cite, mais il y en a d'autres qui ont les mêmes ambitions, qui ont les mêmes valeurs humaines qu'on pourrait mettre en place, mais on préfère des picsous, on préfère des corrompus, des amuseurs, on préfère des saltimbanques, des guignolos, oui, des trapézistes, c'est ce que vous voulez, des montreurs d'ours, des prestigitateurs, en fait, des voleurs, tout simplement, et protégés, évidemment, au nom de la République et des valeurs de Teti et du pipeau et de la flûte, et allons-y pour la trompette. Bref, on aura un gouvernement donc qui jouera de la cornemuse, il jouera un peu de raïta, d'Itzbalen aussi, des Dalboka, tout ce que vous voulez, avec le cornu en attendant que, les médias amusent encore une fois pour détourner l'opinion en montrant les bronzés du doigt. Ça va marcher puisque les Français sont tombés dans une espèce de résidu de réflexion innommable. Ne pensez pas que la France, avec ses valeurs, pouvait tomber aussi bas, mais si la manipulation et la propagande marchent à fond la couscoussière. Alors, j'aimerais aussi, dans le même temps, si j'ose dire, féliciter des gens. Féliciter Pedro Sanchez, qui est le Premier ministre espagnol et qui, lui, est au top, l'Espagne, de la condamnation et des restrictions des rapports avec Israël qui interdit aux ports de passer, leur ravitaillement en pétrole et tout ce qui s'ensuit. Pedro Sanchez, l'Espagne est au top de la dénonciation. Bravo à l'Espagne, bravo à Pedro Sanchez. Et j'aimerais, tout en regardant les roitelets du monde arabe, ces petits amuseurs, ces petits porteurs de couronnes et d'histoires traficotés, bidouillés de toute cette royauté arabo-musulmane, laissez-moi rire. Il n'y a pas de royauté dans l'islam, vous le savez, pour ceux qui ont un peu lu et entendu, tout ça est une escroquerie monumentale pour se passer le flambeau de père en fils, de pire en fils, si j'ose dire. Eh bien si, il y a un roi, un petit roi, le roi de Belgique, le roi Philippe, qui a condamné fermement ces violences et demandé l'arrêt des massacres à Gaza. Bravo au roi Philippe, qui est à l'image de son père Albert II, qui aussi avait pris des positions très courageuses en défendant le voile en Belgique. Eh oui, Albert II l'avait défendu le droit de porter le voile en Belgique. Il y a une royauté qui est exemplaire, c'est celle de la Belgique. Quant à toutes les royautés arabo-musulmanes, j'ai envie de leur dire, allez, au bûcher, ça dégage. Laissez-les effectivement chanter sous leurs ors et leurs quelques milliards volés au peuple. Merci donc au roi Philippe, roi de Belgique. Je ne voudrais pas conclure cette vidéo sans féliciter la réalisatrice tunisienne, Kautar Ben Hania, qui déjà l'année dernière avait surpris tout son monde à Cannes en présentant un documentaire-film extraordinairement beau et intelligent qui s'appelait Les filles d'Olfa. Les filles d'Olfa, c'est l'histoire vraie d'une mère tunisienne qui explique comment deux de ses filles lui ont échappé et sont allées en Syrie. Et elle vit ce désastre et elle explique avec une finesse, une intelligence, une lucidité incroyable comment des filles sont embrigadées par des chefs de gang ou des salauds qui leur font briller la Jannah, le paradis en Syrie. Formidable documentaire de Kautar Ben Hania. Elle récidive aujourd'hui avec un film encore plus important, si j'ose dire, concernant la vie et le meurtre de la jeune Palestinienne de 8 ans, de 6 ans,
je crois, oui, c'est ça, la jeune Hind Rajab. Le film s'appelle The Voice of Hind Rajab, cette petite fille qui a été assassinée, massacrée, tuée par l'armée israélienne en 2024 alors qu'elle appelait au secours. Un film qui a obtenu toutes les ovations comme jamais à la Mostra de Venise. Bravo donc à cette réalisatrice franco-tunisienne, et bravo à la Mostra de Venise d'avoir osé tout ça avec ses réalisateurs et ce jury italien. Dans le même temps, comme on parle de la Mostra de Venise, j'aimerais rappeler qu'il y a eu aussi un grand film qui s'appelait La bataille d'Alger, qui a été tourné à Alger dans les conditions réellement de la bataille d'Alger. C'était tourné en 66 à Alger, et dans le rôle de Hassiba Ben Bouali, la résistante, celle qui était près de Ali Lapointe. D'ailleurs, le rôle d'Ali Lapointe a été tourné par Brahim Hajjaj. Et le film de Hassiba Ben Bouali, le rôle a été tenu par une femme qui nous a quittés un 10 septembre à l'âge de 79 ans. C'était l'actrice qui a été choisie comme ça, par Gillo Pontecorvo, qui était le réalisateur du film. Elle s'appelait Fouzia Kader, elle est décédée à 79 ans. Elle n'a jamais voulu faire carrière, bien qu'elle fût brillante dans ce film de la bataille d'Alger. Ce film a obtenu le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Il a été pourtant boycotté pendant 20 ans en France. Et donc je voulais citer aussi cette autre Mostra de Venise algérienne, celle-ci pour la bataille d'Alger. Et puis terminé par une martyre, une femme très jeune qui nous a quittés à l'âge de 22 ans, morte assassinée avec son amie Hassina Belkaïd en 58 par l'armée française. Elle s'appelait Fatna Merni Sandid. Elle était originaire de la région de Targa, du côté de Ain Timouchent. Dès 18 ans, elle se sent obligée d'aller se battre pour la libération de l'Algérie. Elle a 18 ans. Elle s'avère qu'elle a une capacité à tirer avec une précision incroyable. Ça va être une guerrière de chez guerrière. Elle va aussi transmettre et passer des armes, des médicaments et soigner les soldats du côté de Ain Timouchent ou du côté de Sidi Qassem ou de Sidi Salah. Elle va se battre comme une lionne. Elle va être arrêtée en 58 avec son amie Hassina Belkaïd. Elles vont être atrocement torturées pendant un mois. Elles seront tuées et elles seront jetées du côté donc de la montagne de Sidi Qassem ou Sidi Salah, du côté de Targa, là où elle est née. Je voulais un peu parler de cette martyre pour rappeler que la lutte et le souvenir doit être toujours perpétré. Et puis terminer avec ce scandale, ces affaires sur ces haragas qui continuent à partir de plus en plus jeunes, endormis, envoûtés, ensorcelés par les réseaux sociaux qui leur font croire que l'Eldorado c'est la France, qu'il faut venir. Ils se sont barrés à 7, ils sont tous très très jeunes. Je ne sais pas ce qu'ils vont chercher, est-ce qu'ils vont terminer simplement dans la deal, dans la misère. En tous les cas, je ne leur souhaite pas, mais je souhaite que la flotte, que la marine algérienne soit peut-être plus vigilante, comme chantait, je pense, Reda Taliani, chantait Bhar al-Radda, je crois, la mer amère et terrible. Eh bien, ceux-là sont des haragas très très jeunes. Or, je ne pense pas qu'ils soient venus pour étudier en Andalousie, ça se saurait, puisque les études, il y en a en Algérie. Alors, on accuse les parents, on accuse le gouvernement, on accuse les réseaux sociaux, on accuse le fait que les grands envoient des vidéos de réussite en France, alors qu'il y a une vraie misère des haragas en France et des clandestins. Je ne sais pas ce qui se passe. Je proposerais qu'il y ait une espèce de capitaine ad hoc algérien, un capitaine à bord, un ministre de la marine, qui s'occupe un peu plus de protéger le littoral pour empêcher que les haragas puissent partir, mais qu'empêcher aussi que la drogue n'entre en Algérie, parce qu'il semblerait qu'il y a un micmac terrible du côté de l'Espagne et les côtes ouest de l'Algérie. Et juste pour conclure, je ne voudrais pas, mais alors très modestement, je ne suis pas un spécialiste, que le Sahara ne devienne pas une espèce de triangle des Bermudes où les contrats et les milliards disparaissent au profit de je ne sais qui. Alors, ce qui fait couler, pour conclure avec Ibn Rushd et y revenir, c'est pas que l'ignorance qui perd un pays, c'est aussi la corruption. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie infiniment, chers amis. Partagez si vous voulez bien et à très bientôt.